Bonjour. Aujourd'hui, à Portrait de Leader, on reçoit Sandrine Milante, présidente de Écolo-Femmes. Bonjour, Sandrine. Bonjour, Marc. Je me suis toujours demandé, depuis qu'on se connaît, je suis ton coach, tu fais partie d'un groupe tech avec moi, qu'est-ce qui fait que tu es devenue présidente? Est-ce que tu avais planifié ça? Est-ce que c'était dans tes espoirs, dans ton planning personnel? Ce serait, je crois, être un petit peu à côté de la traque de dire « Ah oui, je l'avais planifié dans ma vie ». Non, je pense que comme beaucoup, c'est un concours de circonstances. C'est surtout quand des opportunités se présentent devant nous, d'avoir été capable justement de tricoter quelque chose qui me ressemble à travers les opportunités. Est-ce que ta formation académique te destinait à devenir présidente et est-ce que ça t'aide aujourd'hui? Ça m'aide, c'est sûr. Je crois que j'ai eu une formation académique, comme tu sais, en sciences politiques. Donc, absolument pas. Pour moi, oui. Pour deux choses. Premièrement, c'est une formation de l'esprit. Je crois que par ma formation académique, j'ai nourri ma curiosité, j'ai nourri ma capacité à exercer un jugement intelligent face à certaines opportunités. Donc, oui, ça m'aide. C'est aussi d'avoir exercé ma capacité à parler aux gens, à communiquer adéquatement avec les gens. Oui, c'est inévitable pour moi, ça a une valeur incroyable dans ce que je suis devenue, mais est-ce que ça m'orientait vers la femme d'affaires que je suis aujourd'hui? Non, clairement pas, mais c'est un atout important. Clairement, tu as des atouts en communication. Est-ce qu'il y a des choses, par contre, où tu sens qu'il te manquait à l'époque, de la formation, des connaissances pour devenir une PDG? Je crois qu'on n'a jamais toutes les compétences. On n'a jamais tout ce qu'il nous faut, et tant mieux. Parce que c'est justement ce qui peut nous challenger un petit peu, puis c'est ce qui nous pousse encore à évoluer puis à continuer à vouloir apprendre. Donc oui, moi, c'est sûr que j'ai sauté dans un paquet de formations très techniques, très compétences pour pouvoir aller chercher vraiment une base qui me permettait de me sentir confortable dans mon rôle. Mais à quelque part, c'était les rôles très opérationnels, de direction générale, etc. Et à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas vraiment de ça, finalement, dont tu avais besoin pour porter un vrai rôle de CEO. Que c'est pas ça la job, mais c'est intéressant de comprendre. Absolument, absolument. Okay. Donc, ça t'a servi de base pour passer à un autre niveau, c'est ce que j'entends, oui. Dans ton rôle plutôt de visionnaire et de communicatrice à tes équipes, est-ce que c'est un peu ce que tu veux dire? Oui, bien, je pense que dans mon type de leadership, l'humain est central et comprendre l'humain, c'est comprendre ce qu'il fait, comprendre comment est-ce que je peux avoir des attentes face aux gens. Puis ça va des attentes très, très pointues techniques à des attentes plus holistiques, humaines. Donc, être allé chercher des compétences, c'est bien, ça solidifie moi en tant que personne, ça fait de moi quelqu'un aussi qui peut devenir une référence, qui peut soutenir convenablement mes équipes. Mais on s'entend que c'est pas moi qui suis jamais allée sur les machines pour aller faire de la programmation. C'était pas ça mon rôle. Si je comprends bien, tu as bâti ta confiance pour te sentir bien, mieux, puis ensuite pour mieux leader tes équipes. Oui, je pense que oui. Oui, très belle façon de le dire. Quel leader est-ce que tu admires, que tu considères quelque chose que toi, tu n'as pas et que tu aimerais avoir? Quelque chose que j'ai pas. Je pense que ce serait de prétendre que je connais suffisamment quelqu'un pour me dire « Ah, je veux... » Non, moi, c'est plus à un niveau d'inspiration. Yvan Chouinard de Patagonia.
pour moi, c'est quelqu'un qui est parti un peu avec la même vision qui m'a poussé, moi, à démarrer mon entreprise, c'est de constater une problématique et de ne pas prendre pour acquis que quelqu'un d'autre allait régler le problème ou que quelqu'un d'autre avait déjà adressé le problème puis qu'il n'y avait pas de solution, mais de continuer à gratter puis de dire comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment. Puis cet homme-là, moi, je trouve, a monté un empire où il a été capable de rester authentique, de rester en ligne avec la mission très, très, très nichée de son entreprise. Puis c'est un peu le path que Écolofarm a décidé de suivre. Son engagement à long terme en développement durable, dans le fond, un peu comme oui, toi. Ben oui, c'est sûr qu'on se rejoint beaucoup sur cet élément-là. Mais c'est aussi quelqu'un il n'a jamais voulu que les humains dans son entreprise s'oublient. Ça a fait partie de la mission même de son entreprise. Oui, il y a une grosse mission environnementale, mais il y avait aussi sincèrement une mission sociale et communautaire qui est plus grande que nature. Et je pense que c'est parmi les premières personnes où on peut dire qu'il a monté une entreprise qui était socialement responsable. Puis encore récemment, quand il l'a cédé à une fondation, c'est un geste qui vient beaucoup me chercher. C'est la confirmation de son engagement. Que jusqu'à la fin, il a été fidèle à lui-même. Impressionnant, impressionnant. Dans la vraie vie, comment on fait pour avoir un objectif plus grand que nous? Puis en même temps, gérer une entreprise qui doit générer des profits, permettre des bonnes conditions salariales à nos équipes, rembourser les prêts bancaires, finalement respecter un paquet de paramètres, tout en ayant une vision plus grande que nous. Parce que je vois souvent que dans certains cas, il y a vraiment une belle vision. Puis on oublie qu'il faut quand même qu'il y ait des profits ou des excédents dans le cas d'entreprises sans but lucratif, parce que c'est ce qui permet là, de faire rouler la prochaine étape. Ben, moi, je te rassure, je ne suis pas sans but lucratif. À la base, je pense que c'est un combat constant. Puis un de mes mentors à travers le temps, moi, je lui disais, tu sais, je fais du développement durable, fait que je veux pas regarder la ligne de profit, c'est pas important. Puis il m'avait dit, si tu veux penser vert, think green. Puis j'avais été choquée, mais c'est vrai, si j'avais pas de profit dans mon entreprise, quel genre de transformation sociale et communautaire je peux amener, quel genre de poids environnemental je peux avoir si je suis pas capable de continuer à innover puis à amener ce changement-là. Donc, c'est sûr que c'est un challenge parce que souvent on va se dire non, c'est pas grave, ça coûte cher, c'est pas grave. Mais non, c'est un bel équilibre. Puis je pense que c'est l'enjeu de plusieurs entreprises dans le futur. C'est la responsabilité sociale et environnementale d'une entreprise. Elle doit être payante à quelque part, sinon c'est pas périn dans le temps. Puis mon entreprise a suivi le même pattern que n'importe quelle entreprise. Les 5 premières années sont difficiles. Ensuite, on se restructure, on réorganise nos affaires. Puis après ça, c'est un air d'aller. Donc, j'ai pas réinventé la roue sur ce modèle-là. Là où j'ai fait les choses différemment, c'est de tracer des valeurs et une mission qui était suffisamment forte dès le départ pour pouvoir nous permettre de passer à travers des moments plus difficiles et toujours s'ancrer sur un résultat plus grand que nature. Ce que je comprends, c'est que tu n'avais pas tout prévu, mais tu avais quand même prévu un filtre décisionnel qui te permettrait de passer à travers certaines tempêtes. Oui, tout à fait. Oui. Es-tu d'accord avec moi que l'équilibre dans le temps n'est pas toujours facile à obtenir? Non. Des années plus faciles, plus difficiles. Puis, oui, mais encore une fois, quand tu as tracé quelque chose dont tout le monde a soif, dont l'équipe est vraiment engagée en arrière, mais clairement, la profitabilité, elle est inévitable. Puis, nous, on fait du développement durable, on développe des produits en éco-conception. On est les seuls depuis bientôt
presque 15 ans sur le marché. Sérieusement, le processus, plus on le creuse, plus on le raffine, plus on l'optimise, plus c'est payant. Fait que ça va ensemble. Puis je pense que c'est important aussi pour que les entreprises s'embarquent véritablement dans un virage. Il faut des exemples un peu cow-boys comme moi qui sont partis à fond dans tout ça, mais qu'on est capable de démontrer que c'est financièrement viable et c'est ça l'avenir d'un modèle d'affaires. Je t'écoute, puis je connais ton équipe, puis j'ai l'impression d'avoir fixé tes valeurs, d'avoir aussi une équipe qui partage les mêmes valeurs que toi en pratique. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression que ton processus de prise de décision est simplifié parce que quand tu emmènes l'enjeu ou le défi à tes équipes, tu as plusieurs cerveaux qui pensent avec la même finalité, pour atteindre un certain objectif, puis que la décision se prend, ou les décisions se prennent beaucoup plus facilement. Je vois vraiment, moi, particulièrement mon comité de direction, mais l'ensemble des gestionnaires sont intégrés dans cette même logique, dans cette même pratique-là. Mon comité de direction est une entité en lui-même. Il y a beau y avoir plusieurs personnes à l'intérieur, c'est un seul cerveau qui travaille ensemble puis qui est en effet orienté et nourri par les mêmes valeurs, la même culture d'entreprise. Comment on fait pour arriver à ça? Parce que je pense qu'il y a des PDG qui se disent « je l'ai pas ou je l'ai presque ». C'est quoi l'ingrédient qui fait la différence selon toi? C'est une question piège parce que je peux prétendre que j'ai la réponse, mais tu as ta réponse, là. J'ai ma réponse, puis ma réponse, c'est que c'est moi, c'est qui je suis, c'est qui je sais que je suis. C'est compliqué, mon affaire. On est en train de tomber dans le très spirituel. Mais se connaître soi, tracer ses valeurs, puis s'assurer que les gens qui sont autour de nous, justement, vont suivre ce même chemin-là. J'avais lu une fois une citation qui disait « Un leader ne donne pas une direction, il invite les gens à faire le voyage avec lui. » Puis moi, c'est ça, je sais où est-ce que je veux m'en aller, je sais comment je veux y arriver, puis je sais quels sont mes non négociables à moi. Et ça se transpose, ça se vit par l'équipe. Ça fait en sorte que, je sais pas, mon équipe est nourrie de ça. Mais aujourd'hui, j'espère que mon équipe, c'est pas moi, c'est vraiment une entité en soi, puis que les choses sont suffisamment bien mises en place et déléguées pour que moi, je suis contente de dire que des fois, j'ai l'impression d'être inutile, tu sais. Pas tant. J'ai l'impression J'aimerais y aspirer. Tu as décrit cerveau collectif, c'est un peu ce que tu décrivais. C'est quand même assez intéressant. C'est l'impression que j'ai quand je rencontre ton équipe. J'ai l'impression que... Et le mot qui me venait en t'écoutant, c'est intégrité. Oui. Intégrité envers toi-même, puis l'intégrité que tu demandes à tes gens aussi, qui fait qu'on a un objectif commun. On ne dévie pas de ça. En même temps, est-ce que ça nous ressemble, la décision qu'on va prendre? J'ai l'impression qu'il y a une piste de réponse là-dedans. Oui. Puis, être capable de pas trop nourrir notre ego, parce que dans un sens, une entreprise doit toujours être capable de s'adapter, de se modeler à certaines réalités. Puis, je pense qu'un bon leader est capable de reconnaître quand il y a des choses qui viennent de l'ego, puis de le mettre de côté, puis de dire « oups ». Je sais pas si c'était comme moi, mais quand c'est l'ego, ça dure pas longtemps. On se fait frapper. Oui, généralement, tu vois le mur arriver assez vite, oui. Et là, on se dit, OK, c'était l'ego. C'était l'ego, oui. Et ça fait mal. Bof, on se relève tout le temps. Tout le temps. Quel type de décisions sont les plus difficiles à prendre pour toi? Et peut-être pour ton équipe, compte tenu de ton style de gestion. Oui, étant donné le cerveau collectif. Le cerveau collectif, oui.
je dirais que malheureusement, gérer une entreprise, ça demande toujours des sacrifices à différents niveaux. Donc, des sacrifices de moi en tant que chef d'entreprise, mais des sacrifices pour plusieurs personnes qui vont être embauchées, engagées dans cette aventure-là. Il y a des décisions, des fois, qui vont toucher l'humain, qui vont... Des fois, c'est juste que ça vient froisser un ego, puis c'est pas le fun. Mais il y a quand même des décisions difficiles dans une entreprise. Toutes celles qui vont toucher à une de mes... On m'a souvent comparé à la lionne puis ses bébés, là. Donc, s'il y a quelque chose qui vient toucher à un de mes bébés, c'est sûr que ça vient me chercher. Souvent, c'est parce que je me rends compte... Moi, je pars toujours du fait qu'il n'y a pas de mauvaises personnes. Il y a des personnes mal placées. Il y a des personnes mal placées dans mon entreprise ou juste mal accompagnées pour évoluer, pour cheminer de la bonne direction. Et souvent, je vais le prendre comme un échec de moi ou de mon équipe de ne pas avoir convenablement accompagné quelqu'un pour qu'elle arrive à cheminer jusqu'à où on voulait l'amener. Donc, oui, les décisions difficiles, c'est de se dire, on a un problème, on va agir, il y a un humain en arrière de cette décision-là qui va y perdre. Puis c'est souvent de constater on a échappé quelque chose à quelque part. J'ai été invitée une fois à faire une conférence sur le recrutement. Puis je disais, le mot, je l'aime pas. Moi, je recrute pas du monde, j'engage des gens. J'engage des gens pour qu'ils soient engagés dans mon entreprise. Je veux les garder engagés en arrière d'une mission, en arrière d'une équipe. S'ils se désengagent, c'est de ma faute. Ouais. C'est de ma faute parce que quand je les ai pris, ils étaient engagés. Comment ça se fait qu'ils sont arrivés à ne plus être engagés? Donc, je pense que c'est là, moi, que je trouve qu'il y a des décisions qui sont difficiles. C'est quand on se rend compte qu'on agit trop tard sur quelque chose. Peut-être un manque de courage, des fois, de vouloir reporter des décisions ou reporter une tâche, de se dire « Ah, j'ai besoin de recadrer, j'ai besoin de ci, etc. » Puis finalement, tu te dis « Ah, ça va être plus facile de laisser aller. » Mais au niveau des valeurs, ça vient chercher. C'est un petit peu plus difficile à soutenir ce genre de décision-là. Je pense que tu l'as dit, c'est que dans le fond, c'est admettre notre erreur. Oui. C'est de finir par prendre une décision comme celle-là. Puis, on est obligé de réfléchir au parcours et de dire, ah, c'est là que je me suis trompé. C'est là que je l'ai échappé. Donc, j'aurais dû agir 6 mois avant ou 3 mois avant. Puis la personne serait peut-être encore la bonne. Puis les humains, on est des gens comme ça, avec des cycles. Fait que c'est normal qu'on ait des cycles moins bons. On a des périodes où on est moins bon, moins intéressé, moins engagé. Donc, on ne peut pas exiger de tout le monde, y compris de nous-mêmes, d'être ici. Bien sûr. Donc, quand est-ce qu'on agit, puis comment on agit aussi, comment on passe le message. C'est quand même un défi. Là. Il y a plein de trucs, il y a plein de formations qui existent. En même temps, nous, quand on se regarde, puis quand on sait qu'on a une décision à prendre, qu'on a une action à prendre, c'est quand même pas évident de... Je pense que c'est le rôle premier d'un bon leader, d'un CEO dans une entreprise, c'est maintenir son courage managérial au top, tout le temps. À chaque fois qu'il y a une décision qui est difficile à prendre, à chaque fois, c'est parce que, oh boy, j'aurais dû apprendre avant, elle aurait été plus facile. C'est quand même très exigeant sur nous. Moi qui suis un ancien PDG, j'ai vécu ce dont tu parles. C'est exigeant parce qu'il faut quand même toujours être en haut. Oui. Toujours vibrer quand même assez haut, montrer qu'on a le contrôle, que tout va bien, même dans des périodes où ça va moins bien, jusqu'à ce qu'on réussisse à aller vraiment bien. Puis l'équilibre là-dedans, comment on l'atteint?
on arrive à un certain là, tu me le dis, puis je suis là, oh my God. Comment je vais faire? J'ai-tu l'équilibre? L'équilibre là-dedans. L'équilibre, je pense que c'est la force de s'entourer. Parce que, oui, tu sais, PDG, on est en haut, puis on a besoin de se tenir tout le temps. Ouais, mais en même temps, on est capable d'avoir des gens autour de nous qui sont là pour s'assurer qu'on se maintienne au bon niveau. Comment est-ce que tu t'entoures? Tu as un mentor? Oui, j'ai un mentor, j'ai un comité aviseur, puis j'ai un coach exécutif exceptionnel. C'est qui? Marc Blais, ici présent. Je pense que si on n'a pas la capacité d'aller chercher du challenge à l'extérieur de nos 4 murs d'entreprise, on est voué à gérer beaucoup le nez collé sur un arbre et gérer beaucoup dans l'ego. Moi, ça fait des années que j'ai monté un conseil aviseur pour vraiment pouvoir venir challenger mes inquiétudes, des fois même des choses que je dis qui sont... J'en suis sûre. Je sais où est-ce que je m'en vais. Il y a des gens qui sont avec des expériences différentes de moi. Je ne pourrais jamais devenir... je n'ai pas l'intention de devenir une grande experte de la structure financière et de la fiscalité, mais d'avoir des gens qui ont ces expertises-là, qui viennent regarder puis suivre l'entreprise. Puis il faut faire preuve de transparence, là. On veut des gens à qui on dit tout, à qui on montre tout, puis d'être capable de se mettre dans toute cette vulnérabilité-là, puis de dire « je viens chercher ton opinion, ton conseil », ça fait grandir à une vitesse incroyable. Puis le travail qu'on fait ensemble avec un coach exécutif, c'est ça, c'est de dire juste de pouvoir parler, ça force les idées à se clarifier. Ça me force déjà à avoir une première personne que je convainc, c'est toi. Tu essaies de convaincre. J'essaye. Puis après, la prise de décision, à mes yeux, est accélérée. Puis ce courage managérial-là, il se travaille. On a besoin véritablement de le réfléchir sur une plus... Comment je peux dire? En n'ayant pas l'impression qu'on est tout seul à devoir le faire. Ce que j'entends de ta description, c'est si j'accepte pas d'être challengé à l'extérieur, je vais être beaucoup plus challengé à l'intérieur. Ou je vais fermer complètement la porte au challenge intérieur. En plus, oui. C'est encore pire. Oui. C'est complètement démoralisant pour les équipes. J'aurais pas les équipes aussi riches que j'ai aujourd'hui s'ils avaient l'impression qu'à chaque fois qu'ils avaient une question ou qu'ils avaient besoin de questionner, ils se faisaient fermer la porte. Il n'y a personne qui grandit à travers ça. En fait, ma réflexion, c'est sur la valeur du temps, de l'énergie, de je me fais challenger à l'extérieur. Et donc, ces challenges-là font que je réduis le nombre d'erreurs ou le nombre de catastrophes, si tu veux, que je pourrais vivre à l'intérieur de mon entreprise. Effectivement, tu as raison de mettre l'accent sur si je suis ouvert à l'extérieur, je suis aussi ouvert à l'intérieur de mon entreprise. Mm-hmm. C'est une qualité qui s'applique partout. Oui. Maintenant, je vois quand même un impact assez grand d'être dans l'ouverture auprès de gens qui le méritent, là, qui ont de la valeur et qui participent à ton développement. Alain Bouchard de Couche-Tard, une fois, je l'ai croisé, puis on parlait justement de se faire accompagner, d'avoir des aviseurs, des choses comme ça. Puis il m'avait dit, dans la vie, vous allez rencontrer beaucoup plus de giver que de taker. Fait qu'il dit, prends le temps de poser des questions et écoute la réponse que tu vas avoir. Parce que la grande majorité des gens que tu vas rencontrer dans ta vie professionnelle
vont être des givers qui vont vouloir aider de toute façon. Wow. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, le conseil est bon, d'autres fois, non. Mais à quelque part, c'est juste... Prends-les, écoute-les, puis juge ensuite de ce que tu veux ou pas amener vers ton entreprise. C'est d'être prêt à recevoir aussi oui, tout à fait. l'information. Si moi, je suis très entourée, puis je travaille avec toi depuis plusieurs années, j'ai une question aussi que j'aimerais te poser. Savoir, un bon leader pour toi dans le type de relation que tu développes avec un CEO ou un PDG, c'est quoi qui est important pour avoir une relation qui te motive, toi? Pour moi, dans ma relation avec oui. le leader, oui. Moi, pour aider quelqu'un, je dois vraiment l'apprécier tel qu'il est, reconnaître au moins un talent que moi, j'ai pas. OK. Donc, à la limite, c'est une relation d'appréciation et qui va plus loin que l'amitié. C'est pratiquement une forme d'amour avec la personne où je vois quelque chose que moi, j'ai pas, puis je me dis, tiens, voici quelqu'un qui en vaut la peine, quelqu'un d'intéressant à aider. Ah! Puis, un critère aussi que je regarde, c'est la raison pour laquelle je coach presque exclusivement des leaders, c'est que j'aime aider une personne qui a un impact sur 1000 personnes. Donc, la notion de 1000 personnes, c'est tes employés, c'est tes fournisseurs, c'est tes investisseurs, c'est ta cause. Oui. Donc, si je n'achète pas ta cause, je peux pas. Si je fais, oh, OK, cette dame-là, en réussissant, va avoir un impact auquel je crois, OK. là, je suis là. Ah oui, c'est vrai. Comme ça, je fonctionne. Sinon, je pourrais dire que je coach tout le monde, puis oui, jusqu'à certains points, mais pas avec le même impact, pas avec le même intérêt. Bien, je pense que c'est là qu'il y a quand même une de tes forces, c'est justement, on n'a pas l'impression que tu le fais sans être pleinement engagé en arrière de nous, puis de t'assurer qu'on est sérieux dans le processus. Tu sais, j'ai eu plusieurs personnes que j'ai rencontrées au cours de ma vie professionnelle qui avaient des parcours de coach puis qui auraient pu embarquer avec moi, puis que j'avais pas ce fit-là, cette impression que non, là, j'ai quelqu'un qui va vraiment me backer puis avec lequel je vais être capable d'avancer vraiment beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Pour moi, le coaching, c'est pas une business, c'est une profession. Puis on a vu les professions évoluer au fil des années, que ce soit les dentistes, les comptables, les avocats. Oui. Les professions ont évolué tranquillement vers la business. Donc, on prend une formule, on la multiplie, puis on dit, garde, ça va être ça, puis ça va rouler plus ou moins tout seul, ça va générer des bénéfices. Ce qui est votre objectif comme entreprise. Oui. Ce que vous avez choisi. Qu'on le veuille ou non, oui. Moi, j'ai pas choisi ça. Donc, j'ai choisi d'avoir un impact one-on-one avec quelqu'un ou avec des équipes pour amener cette personne-là ou cette équipe-là à un niveau supérieur. C'est une forme d'engagement. Puis là, encore, avec les équipes, je dois apprécier ces gens-là suffisamment pour avoir le goût de les aider. Et c'est ce qui fait que je peux lire un article puis penser à Sandrine, t'envoyer un courriel à 10 heures le soir parce qu'il me vient une idée que j'ai oublié de te parler durant la journée. Et je trouve que ça fait toute la différence entre... on dit souvent être sur son X. Sur son X implique qu'à partir du moment où on est sur son X, on fait quelque chose avec. Oui. Un peu comme ta mission, qui est plus grande que toi. Absolument. Okay? Tu peux dire, c'est dur, il y a ci, il y a ça. Il y a sûrement des périodes où tu es moins encouragé, mais tu as une mission qui est plus grande que toi, donc tu t'assures de faire le deuxième effort puis le troisième effort. Il y a des moments où je suis plus fatiguée, mais pas nécessairement plus découragée. Oui, je le comprends. C'est ce qui fait qu'on a toujours le goût d'apprendre, que ce soit dans ton cas ou dans mon cas. Oui. Donc, cette année, j'ai suivi un paquet de training additionnel. Là, je suis en train de tous les mettre ensemble pour faire quelque chose de différent, où je vais être capable d'utiliser les outils selon le contexte. Donc, je suis capable de sortir de mon chapeau telle chose parce que ça, c'est valable. Ça c'est vraiment utile et performant dans ta situation. Donc, c'est vraiment ce que je veux faire. Tu t'imagines la vie si on n'avait pas cette soif de continuer à apprendre? Cette envie de dire, OK, non, j'ai pas fini. Il y en a encore beaucoup à découvrir, il y en a encore beaucoup à faire, oui, mais juste d'avoir cette curiosité,
c'est tellement fort, c'est tellement motivant pour continuer tant dans nos entreprises que dans le travail que tu fais. Dès qu'il y a des humains impliqués, il n'y a pas de fin. Oui, en effet. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il comprend tous les humains? J'espère que non, ce serait très triste. Puis c'est pas l'intelligence artificielle qui va y arriver non plus, à mon avis. Attends un peu, là, on va voir. C'est peut-être un plan d'affaires. OK, on va y penser. Sandrine, tu es présidente de Écolo-Femmes depuis combien de temps? Ça va faire 14 ans, le jour de la Terre. Wow! Qu'est-ce qui te reste à accomplir? Oh, ça n'a pas de limite. Je crois que quand on a justement une mission de transformation sociale avec le désir de faire un changement et avoir un impact positif sur l'environnement, sur la société, je pense que malheureusement, il n'y a pas de limite. Les besoins sont sans fin. Mais ce qui me reste à accomplir, mon Dieu, j'ai continué à pousser mon message de comment est-ce qu'on est capable de faire de la transformation manufacturière différemment, être capable de s'assurer, non pas de réduire nos impacts négatifs, mais d'avoir un impact positif, d'être capable d'intégrer les changements sociaux et environnementaux dans des modèles d'affaires viables à long terme et rentables. Non, tu vois que c'est pas fini. Qu'est-ce qui me reste à accomplir, mon Dieu, mais sky is the limit. Puis je pense que il y a certains leaders, il y a certains chefs d'entreprise qui sont des gens peut-être un peu plus opérationnels que ce que moi j'ai été. Moi, je suis partie avec une balloune, puis je continue à m'envoler. Et j'ai des équipes qui retiennent la balloune. Ou qui te retiennent? Non, ils me retiennent pas. Non, j'ai jamais senti qu'il y avait qui que ce soit qui me retenait. Mais je comprends qu'un ballon a besoin de certaines directions de temps en temps. Donc oui, j'ai des équipes qui viennent aider. Mais il y a tous cette espèce de petite folie de vouloir changer le monde. Donc, ça n'a pas de fin. Puis, une des choses qui est hyper importante pour moi, un chef d'entreprise, un PDG, doit comprendre qu'il a un outil de transformation sociale entre les mains. C'est majeur. Moi, c'est auprès de mes clients, mais on est capable de faire en sorte que nos clients deviennent des acteurs de changement aussi. Mes employés deviennent des acteurs de changement aussi. C'est ça qui est hyper important. Moi, je veux transformer, j'ai un pouvoir économique de transformer la société, mais mes employés ont un pouvoir de transformer leur communauté. Mes clients vont transformer leur marché, la vie de leurs patients, puisque moi, je suis dans le milieu pharmaceutique. Donc, c'est ça, je pense, qui est important de comprendre, c'est qu'on a un outil de transformation sociale hyper puissant. Puis comment est-ce qu'on est capable de faire percoler tout ce changement-là de façon durable dans nos sociétés? Ça n'a pas de fin. Ça n'a vraiment pas de fin. J'ai pas fini. Je vais avoir encore plus de cheveux blancs. Comme leader, je constate effectivement que vous avez un pouvoir de changement. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est que les gouvernements se désengagent à plusieurs niveaux. Oui. Au niveau social, au niveau même santé mentale, oui. à l'occasion. Oui, tristement. Et même de plus en plus. Oui. Puis, ce que je vois autour de moi, c'est des leaders comme toi qui compensent ces trucs-là. C'est quand même assez impressionnant si on compare 2023 à il y a 30 ans, où les compagnies étaient là avec un objectif de profit, où certaines entreprises jetaient au vidange déjà, pratiquement. Puis aujourd'hui, on est à une époque de caring avec les personnes, où on prend soin. Bon, des fois on n'a pas tant de choix, mais la plupart du temps, ce que je vois des gens comme toi, c'est un choix d'aider quelqu'un qui est en difficulté pour l'aider dans sa vie,
et parce que ça correspond à une vision plus large de l'entreprise, un peu ce dont on parlait tantôt. Donc, vous jouez un rôle quand même. C'est un rôle qui est fondamental, je pense. Oui. Moi, je dirais à fondamental plus que complémentaire, dans le sens où moi, c'est très égoïste ce que je fais quand je dis je veux aider quelqu'un à devenir meilleur. Je veux lui offrir la chance de cheminer personnellement pour devenir une meilleure personne. Ça peut avoir l'air très altruiste, puis je veux m'occuper de tout le monde, mais à quelque part, il faut comprendre que c'est des gens qui, s'ils sont déjà bien avec eux-mêmes, puis qu'ils ont le courage de se connaître et d'être eux-mêmes, mais ça a une valeur incroyable en termes de performance pour une entreprise. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaises personnes, il y a des personnes mal placées, mais si la personne n'est déjà pas consciente qu'elle est mal placée, qu'elle n'est pas à sa place, comment est-ce qu'on peut la faire cheminer pour qu'elle s'améliore? On peut ajouter autant de compétences à l'intérieur du cerveau de quelqu'un, mais à quelque part, on a plusieurs cerveaux, hein, puis à quelque part, si la tête est plus en lignée avec le reste, cette personne-là ne sera pas plus performante pour l'entreprise. Mais je pense que de plus en plus de chefs d'entreprise, de PDG réalisent la valeur et la fragilité de leurs ressources. Et si les bons leaders ont fait l'exercice de se connaître eux-mêmes, puis de s'assurer qu'ils sont déjà eux-mêmes solides entre leurs deux oreilles, bien, la moindre des choses, c'est de l'offrir à ces gens aussi. C'est d'offrir ce safe space où les gens vont vouloir venir travailler, vont vouloir venir performer et soutenir ce grand projet qui est une entreprise. Peu importe ce que l'entreprise fait, on s'entend que c'est un grand projet. Qu'on ait 5 employés ou 150, c'est un grand projet pour la personne qui le démarre. Donc, tu veux avoir des gens qui vont pouvoir soutenir ce projet-là de la bonne façon. Fait que c'est comme de mettre de l'essence dans son auto, même si moi, j'ai une voiture électrique. Je sais plus c'est quoi l'essence. Mais c'est exactement ça. On va mettre de l'essence dans nos ressources. Sinon, on n'ira pas loin, là. Ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que notre responsabilité de leader, c'est d'être bien avec soi-même, d'être aligné. Mm-hmm. Et de là, on a un pouvoir positif sur les gens qu'on accompagne pour qu'eux aussi le deviennent. Tout à fait. Puis vraiment, je dirais même de rentrer un petit peu plus dans cet aspect humain, puis être capable de comprendre les gens avec qui on travaille, de donner cet outil aussi à nos gestionnaires, de comprendre leur équipe adéquatement. Et donc, chacun est capable à ce moment-là d'évoluer en tant qu'humain à ces différents niveaux dans l'entreprise. Si tu avais la possibilité de t'acheter un talent, ce serait lequel? Lequel te manque-t-il, selon toi? M'acheter un talent. Mettons, c'est gratuit, ou presque. M'acheter un talent. T'ajouter un talent, disons. Oui, c'est une autre façon de le dire. M'ajouter un talent. Ouais, ça a l'air prétentieux. J'en ai pas. J'en ajouterai pas. C'est prétentieux. C'est très prétentieux. C'est prétentieux. J'en ajouterai pas parce que, en fait, je pense que c'est au fur et à mesure que j'avance dans la vie que je me dis « Ah, j'ai l'opportunité d'aller cueillir celui-là. Je vais y aller. » Tu les ajoutes à mesure. Je les ajoute à mesure. J'en ajouterai pas un comme ça en me disant « Je fais pas l'effort de... » Tu sais, c'est dans ce sens-là. Le courage dont tu parlais, finalement. Exactement. Fait que non, j'en ajouterais pas. Est-ce que j'ai des compétences à améliorer? Là, c'est différent. Mais quelles compétences que tu améliorerais? Compétences très, très techniques, peut-être. Oui, j'ai parlé vite, là, je sais pas laquelle. Synthèse. Je sais que je suis une bonne oratrice, j'aime communiquer, j'aime parler aux gens. Je
je pense que d'être capable de synthétiser mes idées de façon un peu moins ballon d'hélium, ça pourrait peut-être aider des fois. Tu synthétises extrêmement bien tes pensées, oui. Selon moi. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est synthétiser tous les éléments d'un problème, puis d'arriver à une conclusion plus rapidement, plus... Je te le dis tout le temps, il y a trop de bruit dans ma tête. J'ai besoin de réduire le bruit, fait que c'est ça. C'est déjà très rapide. Fait que si tu améliores ça en plus, ça va être incroyable. Ah, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Sandrine. Merci, Marc.